Monsieur Villeneuve, je vais vous énoncer quelque chose. Moi, je vous dirais que si les questions liées au développement durable et à l'environnement et à l'impact des changements climatiques au Québec francophone, ont une connaissance ici, c'est grâce à vous. Diriez-vous ça? Depuis le temps que vous nous en parlez. Oui, ben ça fait une trentaine d'années que j'essaie de mettre la science ouais, au niveau où on peut travailler, puis faire connaître la science des changements climatiques aussi à travers le grand public, tant au niveau des aspects vulgarisation, aux aspects politiques, aux aspects conseils, quantification, mesure. Oui, effectivement. J'ai commencé à travailler dans le domaine de l'environnement à l'époque où la pollution se mesurait en tonnes par minute et non pas en parties par million. Euh, Ça a évolué? Ça a beaucoup évolué. J'ai eu l'occasion de travailler dans le domaine de l'air, de l'eau, des sols. Mhm. Et finalement, les changements climatiques, c'est un domaine qui regroupe Beaucoup beaucoup d'éléments, oui. de secteurs scientifiques et qui est lié profondément aussi au domaine économique, puis à la volonté des gens de croissance. Alors, il y a des enjeux qui permettent d'explorer dans tous les sens. D'ailleurs, vous qualifiez vous-même de chercheur de solutions. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a un impact sur votre enseignement? C'était une distinction que le professeur Hans Sellier m'avait faite à l'époque en parlant de la différence entre les problem solvers et les problem finders chez les chercheurs. Mhm. Et moi, j'ai toujours essayé, peut-être dans la foulée de mon père, qui était quelqu'un qui enseignait aux techniciens, j'ai toujours essayé de lier l'action pour la solution à, plutôt que de définir uniquement la problématique. Donc, chaque problématique doit trouver des éléments de solution. Et ces éléments de solution-là viennent nécessairement des compétences des humains. Et aucun humain ne peut avoir toutes les compétences. Donc, il faut travailler en équipe. Il faut travailler en équipe multidisciplinaire. Et il faut aller chercher le meilleur de chacun. Vous êtes à l'origine de la création d'une formation qui est très particulière, qui est très originale et qui est, pour ainsi dire, unique, même si je pense que c'est une appellation protégée, celle d'éco-conseiller. Qu'est-ce que c'est un éco-conseiller? Est-ce que c'est quelqu'un qui conseille en environnement, en écologie? Plus que ça, en fait, éco n'est pas pour écologie ni pour économie, c'est pour écoute. Alors, l'éco-conseiller, c'est quelqu'un qui met en valeur la compétence des autres pour résoudre des problèmes. Et ces problèmes-là sont liés à l'idée qu'on peut faire un développement qui va satisfaire aux besoins des humains aujourd'hui, sans remettre en cause la capacité des humains de répondre à leurs besoins demain. Et parmi ces besoins-là, les besoins des équilibres naturels, les besoins du maintien des services écosystémiques, tous ces éléments-là sont une nécessité de laquelle les humains, dans 1000 ans, ne pourront pas se priver, pas plus qu'ils ne pouvaient s'en priver il y a 1000 ans. Mais un éco-conseiller, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui est spécialisé en écologie ou en environnement ou en développement durable. Oui, mais Mais, plus en communication aussi, en éthique. L'éco-conseiller, Pierre Dansereau disait, pour être un bon généraliste, il faut d'abord être un spécialiste, c'est-à-dire connaître les fondements d'une science, les fondements d'un métier. Donc, pour faire un éco-conseiller, on peut prendre du matériel aussi bien chez les gens d'arts et lettres que chez les gens de génie, que chez les gens de... J'ai mon premier urbaniste en classe cette année, il vient de la Tunisie. J'ai eu des biologistes, bien sûr, mais toutes sortes de gens qui ont des intérêts, qui ont déjà une spécialisation et qui, au deuxième cycle, vont acquérir des capacités de dialogue avec les autres disciplines et des compétences de résolution de problèmes mettant en valeur des outils de développement durable. Ces outils-là sont fournis par la recherche qu'on fait à la chaire en éco-conseil, entre autres. Et une des caractéristiques des programmes, c'est que la recherche nourrit directement les programmes. puis il y a de plus en plus d'ouverture, d'après ce que vous me disiez, dans les entreprises pour avoir un éco-conseiller compte tenu
de la vaste gamme de conseils que cette personne-là peut donner? À l'origine, c'est dans les entreprises que l'idée de l'éco-conseiller s'est développée en 1980. C'est un diamantaire allemand de Hambourg qui voulait que les employés agissent pour une meilleure performance environnementale de son entreprise et qui s'est rendu compte que les gens voulaient aussi avoir des conseils pour mieux gérer l'environnement chez eux, dans leur commune, etc. Et de l'environnement, on est passé, comme je vous dis, au développement durable à travers les années, début des années 90. Moi, j'ai eu l'occasion de diriger l'Institut Éco-Conseil de Strasbourg en France et de construire le programme. Et on m'a demandé par la suite d'installer ce programme-là, de l'adapter à l'Université québécoise, à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, depuis qu'on a créé les formations en éco-conseil, le taux d'accueil de nos diplômés est très, très fort. C'est assez exceptionnel. Et souvent, c'est aussi parce que c'est une requalification ou une réorientation de carrière qui se fait. Donc, c'est des gens qui ont de l'expérience et qui vont pouvoir l'utiliser de façon originale dans une nouvelle fonction de travail. Et peut-être un dernier point en terminant. Vous offrez gratuitement un outil de travail qu'utilisent les éco-conseillers, qui est la grille d'analyse en développement durable. Brièvement, ça sert à quoi? Ben, en fait, tout le monde peut l'utiliser. Là. Je comprends tout le monde, oui. On peut aller sur le site Internet oui, de la tout à chaire fait. et tout ce qu'on produit est gratuit. À mon avis, l'université, c'est un produit qui vient de l'argent public et doit retourner au public. C'est mon éthique à moi est comme ça. Mais tout ce qu'on produit est gratuit. Et la grille de développement durable a été en 2017 retenue par les Nations unies comme outil pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable du programme 2030. Et cette grille-là, en fait, elle sert à différentes fonctions, mais entre autres, c'est un outil de questionnement sur le développement durable qui permet d'explorer toutes les dimensions, de faire des liens, de faire des compromis, de faire des priorisations, d'analyser des projets ou de concevoir des projets, des politiques, des programmes ou des stratégies. Donc, ça peut s'utiliser à l'échelle gouvernementale ou à l'échelle d'une entreprise. Et on a d'autres outils qui ont été déclinés de cet outil-là pour le compléter, qui s'applique même, on essaie à l'heure actuelle à l'UQAC, on a adapté un de nos outils à l'UQAC pour développer une politique intégrée de développement durable associée avec la planification stratégique. Là-dessus, merci beaucoup. On en aura encore parlé. J'avais une question en plus sur les climato-sceptiques, mais ça sera pour une autre fois. Non. OK.